Thomas Joly, au plateau. Tieste, c'est une pièce de Sénèque, écrite au 1er siècle après Jésus-Christ. Je crois que je n'ai jamais rien lu ni vu d'aussi noir, d'aussi violent, alors qu'on ne voit rien sur scène, qu'il n'y a aucun acte violent. L'histoire, c'est l'histoire de deux frères, Atrée et Tieste. Tieste a donc subtilisé le pouvoir à Atrée. Atrée s'en est rendu compte. Il a donc décidé de l'exiler. Il se rend compte plus tard en fait qu'il a réussi à lui subtiliser le pouvoir parce qu'il avait une relation avec sa propre femme. Donc il répudie sa propre femme. Il se pose beaucoup de questions du coup sur ses enfants aussi. Et il décide de fomenter une vengeance pour ça et de rappeler son frère au royaume pour lui promettre de partager le pouvoir avec lui. Et pour sceller cette alliance, il décide de faire un banquet dans lequel il cuisine les enfants de Tieste et il les lui donne à manger, voilà, sans qu'ils le sachent. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un mythe, bien sûr, une histoire terrible, mais qui, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu la monter, qui en fait vient interroger parfaitement nos humanités. Voilà. La tragédie est assez violente qu'elle nous laisse dans les ténèbres à la fin de la pièce et qu'elle pose un débat entre deux personnages qui sont tous les deux des monstres, mais qui viennent du coup interroger notre propre rapport à l'autre, notre rapport à notre frère, mais au sens large. L'extraordinaire bonheur de mon métier de metteur en scène et l'extraordinaire chance que j'ai de travailler depuis 15 ans maintenant avec une équipe de rêve extrêmement talentueuse, depuis les constructeurs de décors, régisseurs plateau, jusqu'à l'éclairagiste, le créateur lumière, le créateur son, compositeur aussi de la musique, une créatrice costume exceptionnelle. J'ai fait appel effectivement à une maquilleuse aussi pour ce projet-là, puisque j'aime tout du théâtre, tout. Tous les outils qui sont à ma disposition et qui sont à la disposition de tous ceux qui ont envie de faire du théâtre depuis toujours. La machinerie, les costumes, le maquillage, la coiffure, le son, la lumière. Voilà, j'utilise tout ce que le théâtre a comme outil. Et pour la coordination de ça, c'est que j'ai une conception de la mise en scène qui est un peu peut-être particulière. C'est que je n'arrive pas moi en tant que démiurge, en tant que grand savant, mais je mets tout le monde au travail. Et même, je dirais, en étude. Je crois que la répétition, pour moi, doit être un moment d'étude. Acteurs, créateurs techniques et artistiques, techniciens, tout le monde étudie l'œuvre et tout le monde s'empare à son endroit de ce qu'il a en charge, puisque l'auteur nous passe des commandes. Je parlais de Jupiter qui frappe à la voûte céleste. Bon ben voilà, en répétition ça se passe comme ça. J'ai dit, bon voilà, la Sénèque nous demande, écrit que Jupiter frappe à la voûte céleste. Comment est-ce qu'on traduit ça? Comment est-ce qu'on traduit scéniquement les volontés d'un auteur? C'est comme ça que j'arrive à coordonner, je crois, l'ensemble des équipes, mais aussi à garder une cohérence entre ce qui est écrit et ce qu'on voit et ce qu'on entend. Voilà. J'essaie simplement en fait, de conjuguer dans mes mises en scène des spectacles qui flattent à la fois l'œil, l'oreille, le cœur, l'âme et la pensée. Je crois que puisque nous sommes dans un récit mythologique, il faut qu'on reste scéniquement dans la sphère mythologique, c'est-à-dire de ne pas contextualiser ni géographiquement ni temporellement l'histoire. Sinon, à mon avis, on la réduit. Je crois ça. Et je crois ça pour toutes les pièces que je monte. Donc un univers, en tout cas pour Tieste, qui reste de l'ordre du fantastique, puisqu'il y a des événements fantastiques tout le long de la pièce. Jupiter frappe à la voûte céleste, les dieux de la maison bougent, la maison réagit. Enfin voilà, il y a tout un univers magique à développer. Et pour ça, j'utilise tous les outils du théâtre. Qu'on dise que c'est pop, moi, je crois que c'est juste du théâtre, en fait, et que de toute façon, le théâtre, rappelons-le et redisons-le, est un art populaire, point final. À la cour d'honneur, le décor naturel de la cour d'honneur aurait pu suffire, puisque tout se passe devant un palais. Toutes les tragédies antiques se passent devant des façades de palais. Là, il était là, le palais des papes. Ça aurait pu suffire, mais j'ai eu envie, en fait, de plonger le spectacle dans cet univers, je le disais tout à l'heure, fantastique, onirique, donc de créer un décor disproportionné, d'abord parce que la cour est un espace disproportionné, mais aussi pour rappeler les échelles de proportion entre les êtres humains, nous, les acteurs, les actrices, et donc les personnages, et le monde dans lequel ils évoluent, un monde de dieux, un monde de signes extérieurs et de cataclysmes, etc. Donc ce décor que vous voyez derrière moi a été conçu dès le départ, en étant dans l'idée qu'on irait avec ce décor dans la cour d'honneur, mais aussi dans toutes les salles où on viendrait jouer ensuite, puisqu'on les connaissait.
Donc les adaptations, en fait, elles ont été multiples, mais le décor en lui-même n'a pas changé. Hormis que vous n'avez pas ici la façade du Palais des Papes, elle n'est pas là. Et c'est bien ce qui est chouette, en fait, avec ce lieu qui est la Cour d'honneur. Je pense que, et c'est la décision que j'ai prise, je pense que c'est un lieu unique. Je ne pense pas, c'est un lieu unique. Donc j'ai fait un spectacle unique pour la Cour d'honneur, avec la Cour d'honneur. La façade, mais aussi le Mistral, mais aussi les martinets, les oiseaux, les chauves-souris, les vraies étoiles, le vrai soleil qui décline au début du spectacle et qui plonge le spectacle dans la nuit. Et puis après, eh bien, le bruit extérieur dans la ville. Je vous rappelle qu'on a quand même joué le soir de la victoire de la Coupe de la France à la Coupe du Monde de football. Donc voilà, tout ça en fait participe au spectacle et c'est ce qui fait que les spectacles à la Cour d'honneur sont uniques. Donc il n'était pas question de me priver de ça. Mais il n'était pas question non plus de faire un spectacle low cost une fois qu'on n'aurait plus la Cour d'honneur. Donc en salle, toute la création lumière a été repensée, le son aussi a été repensé, et puis tout ce qu'on n'avait plus, on l'a remplacé par ce qui existait dans les théâtres. Par exemple ici, ou dans tous les théâtres, il y a des cintres, ce qu'on appelle des cintres. Donc bien, on a utilisé les cintres, qu'il n'y a pas la Cour d'honneur puisqu'il y a le ciel, par exemple. Voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on n'avons plus. Mais ce n'est pas un dépit, parce qu'on perd des choses en arrivant en salle, mais on en gagne d'autres. La proximité avec le public, le silence, le noir, l'immobilité de l'air qui nous permet aussi de travailler sur des adaptations de lumière avec la fumée, par exemple, ce qu'on ne pouvait pas faire à la Cour d'honneur. Et puis, vraiment, le plus important, je crois, c'est cette relation avec les gens qu'on voit, qu'on sent, qu'on perçoit, qu'on entend. À la Cour d'honneur, l'extraordinaire chance de jouer devant une si grande jauge, c'est un vrai plaisir, mais c'est forcément un peu anonymisé. Enfin, voilà, c'est une grande masse de public. Là, par exemple, ici à Antea, ou dans tous les théâtres où on a joué et où on continuera de jouer d'ailleurs, voilà, on les sent, les gens, on les voit, ils sont là. Et du coup, je crois que le spectacle en est d'autant plus cauchemardesque, parce que nous sommes tous coincés dans le cauchemar, avec le toit, voilà. Pourquoi est-ce que les monstres m'intéressent? Parce qu'au théâtre, je trouve que ce sont les personnages les plus fantasques, les plus complexes, les plus riches. D'abord parce que dans le mot monstre, c'est le monstrare, celui qui se montre, qui est montré, donc c'est pas très loin de l'acteur qui se montre, qui est montré, et que au-delà de ça, ils permettent une grande théâtralité, bien sûr, mais aussi parce que je m'interroge sur la question de la monstruosité, parce que nous sommes une génération meurtrie par des événements tragiques, comme des attentats ou des attaques. Et donc on a forcément notre jeunesse qui est imprimée de ça. Et que ce qui est à la fois logique mais terrifiant, c'est qu'au théâtre, les monstres, on les repère. Ils ont des caractéristiques. Richard III, par exemple, on le repère. Mais dans la vie, les monstres, qu'ils soient d'ailleurs de la violence ou de la violence concrète ou de la violence politique, peu importe de quel monstre on parle, les monstres sont confondus parmi l'humanité. Et moi, j'interroge en fait, je crois qu'on a tous une part monstrueuse qu'on ne laisse pas parler, mais à un moment donné, il y a un basculement comme ça entre une part humaine et une part monstrueuse qui prend le pas. Voilà. C'est ce que nous raconte Sénèque. Et Atrée, pour ça, est un rôle magnifique, très complexe, mais qu'il était impossible pour moi de ne pas prendre en charge, puisque c'est vraiment l'histoire d'un homme qui, à cause de sa douleur et de sa colère, va basculer dans la monstruosité, va laisser... Ce que j'appelle monstre, c'est quelqu'un qui sort de son humanité. Voilà. Et cette transformation-là, Sénèque nous la décrit, ce qui permet de mieux peut-être comprendre la violence monstrueuse qui peut advenir dans la vie réelle. Est-ce qu'il me ressemble ? J'ai envie de vous dire que moi, en tant qu'acteur, ça vient forcément interroger ma part à moi de monstrueux, que je ne laisse pas émerger. Je n'ai pas envie, par exemple, de manger des enfants. Ça, c'est pas comme Atrée, ni de tuer des enfants, ni de les manger. Donc, je vous rassure. Mais par contre, comme un avocat, il faut bien que moi, quand j'arrive en scène, je sois en défense de mon personnage. Si j'arrive et que tout de suite, il est infect et détestable, il n'y a pas tellement d'enjeu. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on commence à avoir une empathie pour quelqu'un qui commet des actes monstrueux. À partir de là, on commence du coup à se mettre en réflexion, à remettre en circulation notre pensée et donc pas forcément à l'excuser du tout, mais au moins à tenter de comprendre un mécanisme. Et moi, en tant qu'acteur, forcément, un peu comme un avocat, je dois le défendre et donc je dois comprendre un mécanisme, pas du tout l'excuser, mais l'expliquer. Voilà, je dirais ça. Ce qui est premier chez moi, c'est l'acteur. C'est mon premier métier, c'est celui que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit.
Et donc tout ce que j'invente à la mise en scène et dans la direction de la compagnie, c'est via cette place d'acteur. En tout cas, la famille vers laquelle je me tourne, ce sont les metteurs en scène qui sont des acteurs. Jean Vilar, Antoine Vitesse, Stanislas Nordet, Olivier Py, Jean-François Sivadier, Simon McBurney. Bon, il y en a d'autres comme ça qui sont pour moi des grands artistes, de grands artistes, et je me sens de cette famille-là. Donc ça part de là. L'autre chance, enfin, ce qui me permet en tout cas d'aller comme ça de l'acteur à la mise en scène, voire des fois les deux, comme dans Tieste, c'est que je travaille en compagnie et que c'est aussi l'une des définitions, en tout cas des choses importantes de mon travail, c'est que nous travaillons en groupe depuis longtemps, qu'on a donc mis en place un langage commun, une bienveillance et qu'on peut pousser plus loin chacun de nos métiers, que ce soit en technique, en création artistique, technique ou au plateau. On peut pousser plus loin nos savoir-faire grâce aux auteurs que je choisis de monter et qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent à nous surpasser ou à remettre l'ouvrage sur le métier à chaque fois. C'est grâce à ça. Donc je ne pourrais pas jouer dans un spectacle dont je ne connaîtrais aucun des autres acteurs ou des autres actrices. Donc voilà, c'est grâce au travail de compagnie. Mais mon premier métier, c'est quand même de jouer.